Nous reprenons nos travaux, si vous le voulez bien, pour évoquer maintenant le secret lié à la société au sens naturellement générique du terme, c'est-à-dire la communauté civile en quelque sorte, non pas au sens notarial, hein, mais la communauté civile, ce qui donnera lieu à deux tableaux. Le premier, c'est la société civile, et le second, la société économique, c'est-à-dire les entreprises, le fameux secret des affaires, le secret lié aux intérêts économiques. Et cela nous donnera d'ailleurs une excellente transition pour évoquer ensuite les secrets liés à la nation, puisque, comme le disait tout à l'heure Bernard Péquez, la défense nationale, ce n'est pas que la défense militaire de l'intégrité de notre territoire, c'est aussi aujourd'hui beaucoup plus large que cela. Et ça intègre nos intérêts industriels. Alors, pour évoquer les questions liées à la société civile, je demande de bien vouloir nous rejoindre Maître Martin, qui est avocat, honoraire et donc honorable, et notoirement connu. Et j'allais l'ajouter, l'un des piliers intellectuels de la revue, avec lequel il est toujours plaisant de discourir. Et nous avons toujours beaucoup d'intérêt à vous écouter. On apprend toujours beaucoup à vous écouter, maître. Monsieur Dominique Rizet, qui est journaliste et qui nous fait l'amitié d'avoir accepté de ne pas avoir la langue de bois. Vous allez essayer. Ah, c'est déjà beaucoup plus timide. Voilà, donc il faudra... Maître Plantelin, qui est notaire, et Dieu sait si les notaires reçoivent des confidences. Et Dieu sait si ces confidences sont également protéiformes. Et Madame Agostini, qui est magistrate. Si Madame Agostini a pu nous rejoindre. Non, je pense que Madame Agostini n'est pas là. Monsieur Champion. Eh bien, écoutez, Monsieur Champion, qui est proviseur honoraire, mais donc tout est également honorable. D'accord. Et peut-être, maintenant qu'il est honoraire, peut-être un peu moins tenu au devoir de réserve. Voilà, et donc il pourra s'exprimer beaucoup plus librement et spontanément. Et j'ai tout à fait confiance sur le fait qu'il le fasse, car vous avez compris, ce symposium n'est pas académique, comme on l'a dit, c'est un lieu d'échange entre nous. Et je vous répète que vous prenez la parole comme vous le souhaitez, soit par écrit, et on pose des questions, soit tout simplement en demandant un micro et vous vous exprimez très spontanément. Alors, la société civile, c'est extrêmement complexe, parce que la société civile, c'est d'abord, bien sûr, le contrat, mais avant le contrat, c'est aussi le religieux. C'est la relation entre la doctrine, les dogmes, tout ce qui fait le lien social, et la religion est une des manières de faire un lien social. Donc, Maître Martin, sur cette question du poids, non pas au sens d'une peine, mais de l'importance du religieux dans la société civile et de la question du secret et de la question de la transparence, car on se souvient que le secret de la confession est tout de même l'une des origines du secret. Que pouvez-vous nous dire pour amorcer la discussion sur cette question ? Le secret de la confession, c'est une évolution dans la culture humaine, dans l'humanisme. Le premier secret, on le disait tout à l'heure, c'est le serment, c'est Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ. Dans les débuts de la période chrétienne, la confession n'existe pas. Il y a des moments d'aveu devant la communauté, de faute. Tout ça n'est pas réglementé, tout ça n'est pas mis en forme. Ce sont les moines irlandais, qui vont, pour la première fois, instituer une forme de confession par l'aveu in auriculo, dans l'oreille. L'aveu dans l'oreille, fait à un autre moine ou au père abbé, c'était déjà différent de l'aveu un peu trans qu'on pouvait faire devant la communauté. Et il faut attendre le 4e concile du Latran en 1215 pour que, à la fois le sacrement de confession, simultanément à l'Eucharistie d'ailleurs, le sacrement de confession rentre dans le droit canon avec la mise en place immédiate,
contrepartie de la confession, du secret absolu de la faute confessée auprès du confesseur. Ce secret de la confession va être en même temps un peu le secret des clercs. Et c'est pourquoi, dès à peu près le XIIIe siècle, l'avocat, qui existe déjà, va lui aussi être tenu au secret. Secret des clercs, secret de la confession, secret de la confidence. Voilà de quelle façon le secret s'inscrit dans le cycle social. La violation par le confesseur du secret qui lui a été confié, parce qu'il est l'intercesseur du Christ et de Dieu, ressort de l'autorité du pape et entraîne l'excommunication, qui est quand même une peine très grave pour un religieux. Voilà ce qu'on peut dire en entrée en matière. Après, si vous le voulez, on pourra aborder un problème que nous avons abordé dans la revue, qui est le problème du secret ou du silence par rapport à des phénomènes de pédérastie auxquels on a assisté récemment. Et là aussi, l'Église a apporté une réponse. Oui, alors justement, c'est la question. Tu voulais intervenir, Bernard, peut-être? Vas-y. Je veux certainement intervenir à propos du secret de la confession, c'est-à-dire le droit canon. Je vous rappelle un excellent film d'Hitchcock des années 1950 qui s'appelle La loi du silence, où on voit parfaitement et de façon totalement maîtrisée la façon dont un prêtre est accusé d'un assassinat et se laisse condamner. Revoyez ce film, il est extraordinaire. Mais je voudrais surtout revenir sur l'attitude actuelle des évêques, et de ce qu'a dit la conférence des évêques de France sur ce qu'ils doivent faire quand ils ont connaissance dans leur diocèse de quelqu'un, d'un clerc ou d'un civil qui travaille dans le diocèse, qui est, pour lequel il y a des actes de pédérastie. C'est une question qui est difficile à débattre publiquement. J'avais demandé à Monseigneur Turc de venir ici, mais je comprends bien qu'il n'ait pas voulu venir assister. Maître, je vous demande de rapporter cet avis parce que c'est quand même très important. Alors, Martin. L'Église a évolué assez rapidement sur cette question. L'article 226-13 du Code pénal indique que celui qui reçoit une confidence en raison de sa fonction ou de son état est tenu au secret. Et que s'il viole ce secret, il peut être condamné à une peine d'un an de prison et 15 000 € d'amende. Cette disposition s'applique à la confession, mais pas exclusivement à la confession. Exactement. C'est-à-dire que si quelqu'un, un prêtre, un pasteur, un rabbin, a reçu une confidence en raison de la fonction ou de l'état de religieux dans lequel il est tenu au secret. Et on peut penser que dans ces affaires de pédophilie que l'Église a connues, pas seulement en France, dans beaucoup de pays, il y avait un malaise de la part du responsable ecclésiastique par rapport à ce phénomène. La réponse a été maladroite. On a cherché à cacher les choses. L'Église n'a jamais approuvé les comportements pédophiliques, bien entendu. Bien sûr. Mais on retirait du circuit le fautif, on l'envoyait ailleurs, on se débrouillait pour, en fait, discrètement cacher les choses. Mais le scandale est devenu de plus en plus important. Et puis aussi les nécessités de transparence voulues par notre société ont fait que ça n'était plus possible. Je rappelle que de tradition, de principe, un évêque n'est jamais le confesseur des prêtres de son diocèse. Donc, ce que l'évêque pouvait savoir à ce titre-là, il le savait au titre de confidence éventuelle qui lui était faite en raison de son état. De son état, vous voulez dire dans la hiérarchie de l'Église? De son état religieux. D'accord, oui. Le problème est devenu de plus en plus aigu, et les évêques de France, dans une déclaration faite à Lourdes en novembre 2000, ont pris une position qui reste légèrement ambiguë, mais qui débouche sur le fait que lorsqu'un prêtre a commis des actes de pédophilie, par exemple, des actes
qui sont réprouvés par la morale religieuse et la morale civile, il doit convaincre ce prêtre de se dénoncer lui-même à la justice civile. S'il n'y parvient pas, simultanément, il doit encourager les victimes, les parents des victimes, les éventuelles parties civiles ou les témoins, à prendre eux aussi leurs responsabilités. Et si ces deux voies ont échoué, l'évêque, par les confidences qu'il a ou par la connaissance qu'il a, va trouver la juridiction civile pour dénoncer ce prêtre. C'est la position de l'Église depuis, et très officiellement annoncée, depuis novembre 2000 par la déclaration de Lourdes. Alors, contrairement à ce que dit Monseigneur Turc, dès que l'évêque apprend qu'un prêtre pédophile dans son diocèse a commis des actes fautifs, il ne court pas chez le procureur. Mais si les démarches qu'on lui conseille n'aboutissent pas, en dernier ressort, c'est bien l'attitude qu'il doit prendre. Alors, il s'agit bien justement de la manifestation claire de ce que la notion d'état limite existe bien. Dès lors que les intérêts supérieurs de la communauté ou les intérêts d'une victime potentielle, d'une personne qui pourrait être victime potentielle, sont susceptibles d'être gravement compromis, on voit bien que le dépositaire d'un secret n'a plus de légitimité à le conserver pour lui dans cette démarche. Pas du tout. Pas du tout. Le secret de la confession, d'abord, lui, subsiste intégralement avec son caractère absolu. Le secret de la confidence subsiste aussi, et cette confidence, elle concerne, je le disais tout à l'heure, le pasteur, le rabbin, le prêtre. Mais on a eu une affaire qui avait fait un peu de bruit à l'époque, c'est l'affaire Piquant, l'affaire de Monseigneur Piquant, évêque de Bayeux. Oui, évêque de Bayeux, je crois. Le jugement avait été rendu par le tribunal de Caen. Monseigneur Piquant, dans son diocèse, avait un prêtre qui se révélait, après enquête ordonnée par lui et diligentée par le vicaire général, ce prêtre s'est révélé pédophile et avoir commis des actes de pédophilie. Mais Monseigneur Piquant est poursuivi dans le tribunal pour n'avoir pas dénoncé ces actes. Le tribunal de Caen, dans un jugement dont il n'a pas été fait appel, il aurait été intéressant que cette affaire soit conduite jusqu'à la Cour de cassation, mais elle s'est arrêtée là. Pour avoir une position de principe. Monseigneur Piquant a été condamné à 3 mois de prison avec sursis parce qu'il n'avait pas dénoncé. Et le tribunal de Caen, dont le jugement est intéressant, retient que le secret de la confidence est absolu. Le secret de la confession est absolu. Mais que dans le cas particulier de Monseigneur Piquant, il n'avait pas reçu de confession. On m'a dit pourquoi tout à l'heure. Il n'avait pas reçu de confidence à titre personnel directement de la part du fautif, mais il avait diligenté une enquête. Cette enquête, les conclusions en avaient été rapportées, et donc n'étant ni confident ni confesseur, il se devait d'agir comme un citoyen ordinaire, c'est-à-dire dénoncer un crime ou un délit qui était en voie de commission, qui allait se commettre ou qui avait été commis. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une forme de glissement sémantique par rapport à la réalité? La vraie question, c'est la protection des personnes, c'est la protection des intérêts d'une personne qui peuvent être victimes potentielles. La société civile est confrontée à cela aussi. Je me tourne vers Monsieur Champion, qui est enseignant. Un enseignant qui prend connaissance par la confidence d'un enfant, de ce que d'un élève, quel que soit son âge et surtout s'il est mineur, de ce qu'il est victime d'agissements qualifiables parfois de crimes, au prétexte que le secret auquel il est tenu lui interdit de communiquer quoi que ce soit. Est-ce qu'il peut le garder pour lui-même ? Non, il ne peut pas, mais je crois qu'il peut prendre conseil d'abord auprès du chef d'établissement, qui n'est pas forcément compétent en matière, mais en tout cas du médecin scolaire dans ce cas-là. Dans un établissement scolaire, ce qui est surtout important, c'est que les gens travaillent en réseau et en équipe. Vous avez à la fois l'équipe des professeurs, et puis vous avez des personnes qui ne notent pas. Et ça, c'est très important. Vous avez l'assistante sociale, le conseiller d'éducation, qui ne note pas, mais qui peut sanctionner néanmoins. Vous avez l'infirmière, et vous avez la conseillère d'orientation psychologue. Ces gens-là
reçoivent plus facilement que le proviseur ou que les professeurs, même, des confidences de la part des élèves, puisque quelque part, ils ne notent pas, encore une fois, ils ne sanctionnent pas. Néanmoins, dans les cas graves comme celui que vous évoquez, je crois que, bon, peut-être que le professeur ne va pas prendre lui-même l'initiative, mais au moins, je crois qu'il doit en référer d'abord au chef d'établissement, et puis qui, comme fonctionnaire également... On se situe presque dans la situation de l'évêque. Complètement. Voilà, Complètement. très clairement. Complètement. Voilà. C'est la question qui nous est posée notamment par l'un de nos participants. Et quelle attitude doit-on avoir? Doit avoir l'expert, dit-il. Hein, mais quelle attitude doit-on avoir lorsqu'on apprend au cours de ces missions des informations touchant à la sécurité des personnes ou des biens ou contraire à l'ordre public? Faut-il ou non révéler l'information? En principe, il faut le révéler, mais tout à l'heure, on l'a bien évoqué. Quand on est chef d'établissement, on travaille avec des adolescents. Et les conséquences judiciaires, parfois, ne serait-ce que l'enquête de police, peut parfois être tellement traumatisante qu'on peut hésiter aussi à avoir à dénoncer ce genre de fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, en d'autres termes, craindre que la solution ne soit pire que le mal, soit c'est pire cela que le mal. C'est cela. Oui. Et puis, vous avez aussi un autre problème auquel on est confronté quand on est chef d'établissement. On connaît quelques secrets que peuvent révéler les élèves. C'est le problème, c'est que les enfants nous sont confiés, que la plupart du temps, ils sont mineurs et que vis-à-vis des parents, on a quand même un droit, enfin un devoir, je dirais, de révéler un certain nombre de choses. Mais de temps en temps, on peut arriver qu'on hésite et qu'on ne le fasse pas parce que aussi, on a le sentiment que la famille va réagir de telle façon qu'au fond, la réaction de la famille sera peut-être pire encore que... Voilà. Donc, ou que l'élève subirait les conséquences d'une révélation dans ses relations familiales. Complètement. Dans ses relations familiales. Donc, on est souvent, effectivement, déchiré, etc. Mais je crois que c'est souvent une question de bon sens. De bon sens, et puis on revient aux questions dont on parlait tout à l'heure, la solitude, la grandeur, le tact, oui. Finalement l'esprit de responsabilité, la conscience de chacun, d'agir ou de ne pas agir. Mais est-ce qu'il ne faut quand même pas s'inscrire dans un cadre un peu normatif? Je crois qu'en tout cas, il faut, avec l'équipe, pas forcément tous les enseignants de la classe. Donc on partage déjà. Il faut partager, je crois. Je crois que c'est indispensable pour au moins prendre éventuellement une décision. Bon, quand il s'agit évidemment d'un signalement, lorsqu'un enfant a été victime d'un viol, etc., je crois que là c'est important et on ne peut pas y déroger. Mais peut-être qu'il y a certaines situations où il est quand même important, je crois, de se concerter en équipe. Mais il ne faut pas le faire autour de la machine à café au détour d'un couloir. Il faut, à mon sens, un peu institutionnaliser des réunions périodiques qui permettent de suivre les élèves. Il peut arriver qu'un élève qui était en classe de seconde marchait très bien, et puis en classe de première, il s'effondre. Alors les professeurs viennent vous expliquer, oh, il ne va pas bien, il est devenu chahuteur, etc. Je n'en peux plus, etc. Et puis finalement, vous, en discutant, vous apprenez qu'au fond, l'élève, quand il était dans le collège, il a été violé par son grand-père. Et tout d'un coup, l'adolescence venant, il prend conscience de l'horreur du phénomène et tout d'un coup, il change d'attitude. Bon, on ne va pas déclarer ça à toute la communauté scolaire. Néanmoins, il faut trouver quelles sont les meilleures solutions pour, effectivement, aider cet élève à grandir dans un système qui est un peu rigide, hein, le système scolaire, mais on n'est pas là que pour enseigner, on est là aussi pour accompagner, éduquer et amener les jeunes à devenir des adolescents et éventuellement de se récupérer d'un certain nombre de traumatismes. Donc c'est du bon sens, mais la préservation de secrets ne peut pas aller contre l'intérêt fondamental de l'élève et ne peut pas aller contre la mission essentielle de l'enseignant, de qui que ce soit, qui est au cas particulier de faire grandir. Complètement, oui.